3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Céline Picmal-Prade est à nos côtés, présidente de Picmal Houghton Investments. Bonsoir Céline. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Igor Demac d'être avec nous également. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Vous êtes dirigeant associé chez Vital Épargne. Et Thierry Leclerc avec nous ce soir également. Bonsoir Thierry. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes président d'AlphaJet Fair Investors. On a des stock pickers autour de la table. Céline, je commence avec vous. On est au démarrage de cette saison de publication de résultats, toujours importante. On a les résultats annuels et les perspectives sur les prochains trimestres et sur l'exercice 2024 pour bon nombre de secteurs et d'entreprises. Qu'est-ce que vous attendez globalement de cette séquence micro ? Quelles sont les informations complémentaires ou supplémentaires que vous avez envie d'avoir de la part des entreprises que vous suivez dans votre univers d'investissement ? Ou est-ce que vous voyez le plus d'asymétrie peut-être entre ce que le marché valorise aujourd'hui et la dynamique qu'on peut attendre des entreprises et des secteurs que vous suivez ? C'est une excellente question. Tout d'abord, on a déjà commencé à avoir des résultats, puisqu'on a eu des sociétés, par exemple, comme Schlumberger, qui ont publié leurs résultats la semaine dernière et qui nous ont donné une première tendance. Je voyais que tout à l'heure, vous parliez du marché du pétrole, mais ils nous ont indiqué, lors de la publication des résultats, que pour eux, on était parti dans un cycle pluriannuel d'investissement pour l'exploration pétrolière et gazière. Et c'est un secteur, aujourd'hui, le secteur des services pétroliers, qui est délaissé, puisqu'on se retrouve avec un Schlumberger qui traite à 12,5 fois les bénéfices des 12 prochains mois. Donc on parlait de stock picking tout à l'heure. Ça nous confirme qu'on pourrait éventuellement avoir des choses intéressantes à faire pour des stock pickers sur des sociétés qui sont mal aimées et qui ont été extrêmement délaissées en raison de l'anticipation de la récession de la part du marché tout au long de l'année 2023. Ça m'intéresse vachement. Oui. Comment on repart dans un cycle d'exploration pétrolière, j'allais dire, à l'heure de l'ESG, à l'heure de ce push mondial quand même vers les énergies renouvelables. Qu'est-ce qui fait dire à ces entreprises qu'il y a encore un cycle devant nous pour l'exploration, production pétrolière, C'est une excellente question, parce qu'effectivement, l'attente qu'on avait, c'était qu'on ait une baisse de la demande de pétrole. Et comme on l'a vu l'année dernière, la demande de pétrole a augmenté contre toute attente. Notamment parce que quand on a un prix du pétrole qui est un tout petit peu moins élevé, on voit une élasticité prix qui fait que la demande repart. Et puis par ailleurs, ce dont on s'est aperçu également, c'est qu'il y avait toute une partie du monde qui est les pays hors OCDE, qui sont en train d'accéder à la société de consommation. Et un Chinois, il consomme 5 fois moins d'énergie qu'un Américain, un Indien, 15 fois moins. Eh bien, quand on a une augmentation du PIB par habitant dans ces pays-là, c'est très bien, mais ça veut dire qu'on a une augmentation de la demande d'énergie. Une augmentation de la demande d'énergie à laquelle on va répondre par différentes sources d'énergie, dont en partie des énergies comme le pétrole ou le gaz dans un premier temps, avant bien entendu qu'on soit tous en train d'avoir de l'énergie qui vienne du renouvelable demain. Mais on n'y est pas encore, et donc on a toujours de la demande. Il faut aussi savoir que 30% de la production d'énergie dans le monde aujourd'hui vient encore du charbon, et on est tous d'accord pour vouloir baisser la part venant du charbon, et quand on baisse le charbon, la conséquence, c'est qu'en général, on passe dans un premier temps par le gaz. Et énergie de transition, identifiée comme telle en tout cas. Mais donc, qui demande des dépenses d'exploration. Donc, c'est ça qui est quand même très intéressant. Et d'où est-ce que ça vient ? Ça vient de l'international, ça vient notamment des pays arabes. Parce que malheureusement, effectivement, nous n'avons pas tous, on parlait des agriculteurs tout à l'heure, mais dans le monde, on n'a pas tous les mêmes contraintes. On a beaucoup de contraintes au niveau ESG dans certains pays. Il y a des pays où on a moins de contraintes. Et justement, est-ce que l'ESG s'est adapté à cette idée ? Parce que l'ESG, ça drive aussi les flux. Ça drive les flux vers des entreprises qui sortent justement de l'exploration, production fossile ou pétrolière, gazière aujourd'hui, Céline. Pour un investisseur pragmatique comme vous, comment vous regardez ce qui a été quand même un vent contraire pour ce secteur-là? Je ne parle pas de la conjoncture, hein. Je parle bien justement de l'avènement de l'ESG et de la réglementation qui a, dans certains cas, réduit l'univers d'investissement des gérants. Mais effectivement, pour un investisseur pragmatique, je vois ça comme une opportunité. D'accord. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de flux qui sont sortis, notamment de la part d'institutionnels européens qui ne pouvaient pas être exposés, mais on parle du secteur de l'énergie, mais aussi des matières premières, parce que si on parle des matières premières plus globalement, on a cette même problématique. Aujourd'hui, on sait qu'on va passer à l'électrique. Quand on passe à l'électrique, on a besoin de cuivre. On n'a pas parlé, mais il y a aussi Freeport-McMoRan qui a publié ses résultats de la semaine dernière. Le cours de bourse s'est envolé de 5 ou 6% le jour de la publication des résultats, parce qu'effectivement,
on n'avait pas anticipé non plus que finalement, on a toujours besoin de cuivre. Donc voilà, donc il faut métal de la transition pour le coup. De la transition. Oui. Donc effectivement, il faut un petit peu aller chercher. Et je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités qui vont se décanter au cours de cette année 2024. Énergie, matières premières, ça c'est quelque chose, c'est un socle pour vous. Tout à fait. Aujourd'hui, dans une gestion de portefeuille. Qui me semble intéressant à observer pour les investisseurs de long terme qui ont la possibilité d'aller un petit peu au-delà des 7 magnifiques et de là où tout le monde est positionné aujourd'hui. Voilà. Un petit tour de table quand même sur ce que vous attendez de ces résultats, et puisque vous m'offrez la transition vers les 7 magnifiques, je veux bien qu'on en dise un mot quand même. Alors, ce que vous attendez de cette séquence de résultats, Thierry, et puis je veux bien qu'on se focalise sur les enjeux de la tech américaine devant nous au cours des prochains jours. Là. Oui, alors d'abord je vais compléter si vous permettez. En fait, c'est assez intéressant parce que on suit les performances des entreprises, des sociétés qui ont les meilleurs scores ESG et celles qui ont les plus mauvais scores ESG. Et effectivement, qu'est-ce qu'on constate depuis 18 mois ? C'est qu'il n'y a pas d'écart de performance entre donc ce qu'on appelle les meilleurs, enfin les best in class ESG et les plus mauvais élèves. Donc en fait, il n'y a pas de prime verte. Non, il n'y a pas de prime. Enfin, attention, parce que le terme vert, c'est donc connoté environnement. Hein, l'ESG, c'est plusieurs. C'est plus large. C'est 3. Et le scope est énormément. Enfin, on regarde tout dans l'ESG, tout ce qui n'est pas financier. D'accord ? Évidemment, l'environnement, mais pas que. Donc, mon point, c'est de dire. Pour le moment, il n'y a pas une vraie prime sur les acteurs ESG. Pourquoi ? On a vu que certains États américains, l'année dernière, ont très très nettement resserré la vis sur ces critères-là, ont été poursuivre des investisseurs, notamment européens, sur ce qu'ils mettaient en place, en disant que ça leur allait pas du tout. Vous ne remplissez pas votre devoir fiduciaire. Exactement. Oui. Donc là, en fait, le problème, c'est quand ça vient des États-Unis, tout le monde regarde ce qui se passe parce que, évidemment, c'est le marché leader et en termes d'opinion aussi. Donc, c'est vrai que l'Europe avait pris beaucoup d'avance aussi. Ça a un peu interpellé les Américains parce qu'ils se sont dit, oula, ils sont drôlement en avance sur nous, sur tout ça. Et puis, il y a certains États très conservateurs ou très dépendants du pétrole, notamment le Texas, qui a dit, attendez, là, vous faites complètement fausse route. Nous, on ne veut certainement pas mettre la retraite de nos fonctionnaires, par exemple, avec des critères ESG. Donc bon, voilà. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a quand même beaucoup de débats actuellement et c'est pas aussi simple à trancher. Ensuite, pour revenir sur la question des magnifiques. Non, mais intéressant. Enfin, s'il n'y a pas de prime verte ou de prime ESG, aujourd'hui, je veux dire, est-ce que ça veut dire qu'on va pratiquer l'ESG de manière différente désormais ? Il y a un nouveau cycle ou quelque chose de différent en matière de pratique de l'ESG devant nous de ce point de vue-là ? C'est que l'ESG unit. Enfin, on aimerait bien, comme pour les critères financiers, aujourd'hui, les normes comptables sont pratiquement standardisées à travers la planète. Et heureusement, ça simplifie quand même drôlement la tâche pour tout le monde. Là, certainement qu'il va y avoir une marche en arrière qui va être passée du côté des Américains, parce que à nouveau, c'est pas eux qui sont leaders sur ça. Donc déjà, ils aiment pas trop. Et puis en plus, ça parle pas à certains États, qu'on le veuille ou non. Donc là. Je pense que la feuille de route européenne est bonne. Enfin, nous, on continue de délivrer sur ce qui a été planifié pour le moment, avec cette année, une grosse année pour les corporates, justement, qui vont devoir monter leur niveau de publication cette année. Donc ça, c'est quand même un enjeu majeur, déjà, d'avoir des bonnes datas, parce qu'il faut quand même avoir en tête que énormément du travail ESG était fait sur des estimations. Là, on va avoir beaucoup plus de granularité. Donc... Bon, je ne sais pas comment ça va se terminer. Je pense que, en ce qui me concerne personnellement, je trouve que la feuille de route européenne est bonne. Il y a une logique. On a mis d'abord les contraintes sur les investisseurs, qui eux-mêmes ont mis les contraintes sur les corporates. Ça suit. Aujourd'hui, on a un écosystème qui va être de plus en plus solide et on va pouvoir construire des choses très sérieuses. Il ne faut pas oublier, l'ESG, ce n'est pas un mistigris. Ça sert à avoir, à nouveau, je répète, des informations, des données extra-financières. Donc, à y voir plus clair sur les dossiers qu'on met en portefeuille. Moi, je suis preneur de cette information-là. Si ça ne va pas certains États américains, tant pis pour eux, j'ai envie de leur dire quoi. Mais je pense qu'on aura beaucoup plus d'insight sur ce qui se passe dans les boîtes avec ces données-là. Et après, effectivement, il y a la question environnementale, et ça, c'est encore un autre sujet.
C'est un bon sujet quand même, puisqu'on est parti sur l'ESG, je vous offre l'occasion de réagir, Igor. L'ESG, c'est le monde tel qu'on voudrait qu'il soit. Et il y a évidemment beaucoup d'intérêt à avoir des objectifs et puis des idéaux. Et en fait, les marchés financiers et l'économie, c'est le monde tel qu'il est. Et il y a 3 exemples qui me paraissent intéressants de noter sur cette divergence, dichotomie entre l'idéal de transparence qui aujourd'hui est beaucoup plus possible grâce aux données et à la virtualisation de l'économie, mais c'est la Norvège, c'est soi-disant le pays le plus ESG. Donc c'est un pays qui a fait sa fortune avec le pétrole, et c'est un des très rares pays qui pratique la chasse à la baleine, qui est une espèce en voie d'extinction, qui est la baleine, le symbole chez quasiment la plupart de toutes les grandes organisations de défense de l'environnement. La deuxième incohérence, c'est en fait les réseaux sociaux américains, c'est probablement les entreprises qui respectent le moins l'ESG, entre guillemets, sur la modération de certains propos. Pourtant, c'est les plus grosses capitalisations boursières. Et puis le 3e exemple, c'est que finalement, on l'a vu avec la transaction de la Française des Jeux sur Unibet, le jeu qui, je pense, pas forcément quelque chose de très ESG dans le principe. Après, ça a été organisé, sachant que, bien sûr, les jeunes mineurs de moins de 18 ans ne jouent pas, mais quand on achète Unibet, c'est pas pour acheter des joueurs de plus de 75 ans. Ça a été salué en bourse. Donc, c'est 3 exemples pour dire... Le monde, aujourd'hui, fonctionne tel qu'il est. On voudrait qu'il fonctionne mieux, et ça, c'est louable. Mais ce n'est pas sûr que ça soit ça que les investisseurs et nos clients veulent, même si on leur rabâche à coups de normes, puisqu'on a des adorateurs de la norme en Europe et particulièrement en France. Et je me souviens, il y a très longtemps, on m'avait montré la performance d'un fonds qui s'appelait le Vice Fund, qui investissait dans tout ce qui était le pire. Tabac, alcool, armes... Voilà, donc c'est juste un petit trait d'humour pour dire, bon, le monde est tel qu'il est, on doit l'améliorer, la transparence, effectivement, est bien meilleure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise peut beaucoup moins cacher. Ça, c'est mieux. Mais vous avez le monde du non-côté qui attire d'énormes masses d'argent qui, lui, n'est pas soumis à ces règles. Hein. Ou beaucoup moins, en tout cas. Ça me fait penser à une réflexion d'une gérante ISR, et je la cite puisqu'elle l'a dit ici, Léa Dunant-Châtelet, chez DNCA. On faisait le constat, elle dressait le constat que, pourtant promotrice de l'ESG s'il en est, hein, ça fait 15 ans qu'elle développe des modèles ESG, Léa, en 2023, l'ESG c'est peut-être un peu trop, ou ces dernières années, l'ESG c'est peut-être un peu trop éloigné de l'analyse financière fondamentale. Il y a quelque chose à rééquilibrer peut-être de ce point de vue-là. Ça va tout à fait dans le sens de ce que vous disiez, Céline. Et ça ouvre la voie effectivement à des performances pour des secteurs, on a parlé de l'énergie avec vous, mais pour d'autres secteurs aussi, qui ont été peut-être mal considérés au moment du pic de l'ESG d'une certaine manière. Tout à fait, parce qu'à mon avis, on va retrouver, enfin j'espère, en 2024, un certain pragmatisme, un retour au réel. Pourquoi ? Parce qu'on est confronté à des taux d'intérêt qui sont un peu moins faciles à digérer qu'il y a quelques années. Quand on a des taux longs qui sont à 3,5, 4, un peu plus, mais du coup, ça veut dire qu'on doit faire de la finance. Hein. Alors que quand on a des taux qui sont à 0... Toutes les valorisations n'existent plus, donc effectivement on peut raconter beaucoup de choses. Et ça a correspondu à l'avènement de ce thème ESG, ou en tout cas de cette thématique là, ESG. On est retour au réel, déjà sur ce que c'est que la finance et ce que c'est que l'investissement. Déjà calculer avec des taux d'actualisation positifs. Déjà on revient un petit peu à la réalité. Et puis, deuxième chose, comme on est dans un environnement où on a passé l'année à attendre beaucoup de ce qui allait arriver du côté de la croissance des bénéfices d'entreprise, là aussi, je pense qu'on va être un petit peu confronté au réel, et puis on va voir qui a le maillot de bain, qui l'a pas, et qui a de la croissance, qui n'en a pas. Donc effectivement, on a vu par exemple Tesla, qui a quand même eu un cours de bourse qui s'est envolé de façon extraordinaire l'année dernière, nous expliquer que finalement, ils n'ont pas de maillot de bain. Entre deux vagues. On est entre deux vagues, voilà. Pour filer la métaphore du maillot de bain. Entre deux vagues de croissance. Du coup, le cours de bourse est très bien comporté. Oui. Voilà. Et à l'inverse, pour revenir sur les choses de façon pragmatique, leur grand concurrent, c'est quand même BYD, qui est en train d'être un rouleau compresseur qui se déploie sur le monde entier et qui va bientôt arriver sur le marché européen. Et BYD qui nous explique que eux, leurs profits ont quand même doublé l'année dernière. Alors qu'ils étaient confrontés à un marché qui était soi-disant le même. Donc comment est-ce que c'est possible qu'on ait un tel effondrement de la part de Tesla du côté des bénéfices et une telle progression de la part de BYD ? Il y en a sûrement un qui gère mieux
l'environnement que l'autre. Le momentum est différent, mais le niveau de marge n'est pas le même. Le niveau de marge n'est pas le même quand même entre Tesla et BYD. Mais parce qu'on n'était pas sur les marchés, parce que le marché de BYD, il était le plus concurrentiel au monde, c'est le marché sur lequel la pénétration de la voiture électrique est le plus élevée. Et sur lequel il y a beaucoup plus de concurrence. Aux États-Unis, vous n'avez pas beaucoup de concurrence sur la partie voiture électrique. Donc voilà. Donc en tous les cas, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez une société qui a une progression de ses bénéfices qui a été extraordinaire et qui a vu son cours de bourse baisser l'année dernière, et une société qui a vu ses bénéfices plonger et qui a son cours de bourse 70% qui a pris 70%. Et donc là, finalement, début 2024, on voit des investisseurs qui sont en train de réfléchir un petit peu, en train de se dire, mais cette réalité, il faudrait peut-être la refléter dans nos portefeuilles. Et c'est ça qui va être intéressant. Bon, sur les GAFAM, alors... Thierry, je vous laisse poursuivre la discussion, mais... Bon, je ne suis pas sûr que les investisseurs suivent pas trop de près Tesla. Enfin, globalement, c'est quand même un stock qui est une des premières capitalisations mondiales. Donc, bon, ils ont un petit problème de production, là, cette année. Ils sont quand même à 2,1 millions de voitures produites. Donc oui, effectivement, ça coince un peu sur la production. Mais enfin, bon... tous ceux qui, pour le moment, se sont gaussés d'Elon Musk et de ce qu'il faisait, bien sûr. Les dernières années ont plutôt prouvé qu'il fallait regarder de très près ce qu'il fait. Après, BYD, magnifique, c'est un très bon concurrent, et je pense que c'est sain qu'il y ait de la concurrence sur ce segment. Warren Buffett est investi dans BYD depuis 2008 ou 2009, je crois. C'est ça. Voilà. Sur la saison des résultats qui démarre demain pour les Magnificent Seven, donc en tout cas moi ce que j'ai repéré, on va avoir quand même du mix, effectivement les attentes ont été certainement assez élevées ces derniers temps. Néanmoins, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que par exemple, pour Amazon, l'activité qui est l'essentiel pour eux de la marge, donc c'est leur activité dans le cloud. Et là, on attend des perspectives qui vont être très bonnes, certainement en 2024. Pourquoi ? Parce que les boîtes réinvestissent, on y voit un petit peu plus clair sur le segment du cloud. Et puis, Amazon investit massivement. Donc, on va certainement avoir les fruits. Donc, ça, c'est un catalyseur très important pour cette société-là. Quand même, pour juste avoir les choses en perspective, c'est une boîte qui va quand même faire 1 trilliard de ventes. C'est ce qui est attendu par le consensus en 2026 de ventes brutes, c'est-à-dire tout ce qui sera vendu. Donc, on est face à des monstres. Personne ne découvre Amazon. Mais en tout cas, pour ce qui est spécifiquement de leur activité la plus rémunératrice, il y a eu une année un petit peu difficile. Et là, ça devrait être pas si mal que ça. Pour Apple... Évidemment, là, on est dans vraiment les plus belles sociétés de la cote, en tout cas les plus grosses. C'est vrai qu'il y a un petit ralentissement qui va certainement arriver sur la vente des smartphones. Il n'y a plus de croissance, quoi. C'est moins. À un moment, mais en fait, c'est plus trop l'histoire pour Apple. L'histoire aujourd'hui, c'est quoi ? C'est les services. C'est 22% du chiffre d'affaires. C'est une marge qui est 2 fois supérieure à celle des produits. Donc c'est pour eux, le gisement de cash, il est là. C'est une boîte quand même qui, aussi, pour mettre les choses en perspective, sur l'année 2024, les chiffres, la clôture de l'exercice annuel, donc ça sera fin septembre, on attend plus de 100 milliards de free cash flow, donc de trésorerie, donc c'est jamais vu, c'est du jamais vu. Donc on est quand même dans des ordres de grandeur fantastiques qui justifient, à mon sens, la market cap, la capitalisation aujourd'hui de 3 trilliards. Ils vont rendre, est-ce que vous savez combien ils ont rendu aux actionnaires depuis 2012 aux actionnaires, non. Je n'ai pas le chiffre en tête. Donc les share buyback, plus les dividendes, plus de 800 milliards de dollars. Oui. Et on va atteindre 1 trilliard dans les 2 prochaines années. Donc, puisque là, ils vont... C'est des valeurs. Ce qui est dingue, c'est que vous parlerez de Microsoft juste après, parce que les 3 000 milliards, on est au coude à coude. Exactement. Mais ça fait partie, ces entreprises de la tech américaine sont les entreprises qui versent le plus de dividendes en montant annuel aujourd'hui. Partant de zéro, il y a encore quelques années pour ces boîtes-là. Oui, mais pour eux, ils préfèrent quand même encore racheter des actions, Oui. plutôt que du dividende. Mais c'est vrai qu'ils ont fait monter en puissance ces dernières années le dividende aussi. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un retour total aux actionnaires, donc qui est de. Et donc ça justifie la position d'Apple à 3 000 milliards avec une valorisation. Il y a très peu de dettes. Donc ce qu'ils font, quand même, ils s'endettent. Ils s'endettent pour acheter des actions. Comme ils ont pratiquement zéro dette,
Est-ce qu'intellectuellement, ils peuvent se le permettre. Donc c'est très compliqué d'être pessimiste sur cette boîte-là, malgré les questionnements qu'il y a sur les ventes de smartphones en Chine et un peu partout. Mais bon, il y a d'autres enjeux pour cette société. Puis 100 milliards de trésorerie bien placés, ça rapporte beaucoup, quoi. Ça rapporte beaucoup, effectivement. Donc c'est le cas aussi. Et puis sur Microsoft, c'est vrai que c'est là. Là, il y a de la croissance. Là, il y a beaucoup de croissance, nettement plus, 2 fois plus de croissance pratiquement que chez Apple. On est à plus de 20% de croissance attendue cette année, un peu moins de 10% pour Apple. Et puis, c'est surtout la valeur aussi avec Nvidia iconique sur la générative, l'intelligence artificielle générative. Donc, puisqu'ils ont plutôt bien sorti, ils sont plutôt bien sortis du mélodrame qui s'est passé là en fin d'année chez OpenAI. Oui, donc c'est vrai. Donc ils sont plutôt renforcés dans la boîte, dans quelque chose qui est très 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 recherché actuellement par les investisseurs. Et au final, vous dites quoi en termes de gestion de portefeuille? C'est des boîtes qui méritent encore de l'attention. On ne peut pas se priver totalement de ces entreprises dans un portefeuille global, croissance mondiale aujourd'hui. On peut toujours faire autre chose, mais c'est un peu, si vous voulez, quand on regarde depuis septembre 2023, les révisions de bénéfices pour les Magnificent Seven, c'est plus 4%. Pour le S&P, 493. Oui. Donc les 493 autres, on est à moins 15%. D'accord. Alors je précise, sur les résultats, les IPS du quatrième trimestre 2023. D'accord. La séquence qui sort. La séquence qui sort. D'accord. Quand on regarde quelques mois avant, il y a un corps qui souffle fort, en tout cas, qui continue de souffler, donc c'est très difficile de sortir de ça, alors que sur le reste de la cote, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Sur le plan presque patrimonial, Igor, ces valeurs intellectuelles, c'est quand même difficile de ne pas investir sur les deux thèmes que sont le capitalisme numérique et la superpuissance américaine. Et en fait, ces valeurs-là en sont les parangons, et c'est compliqué de dire à un investisseur, ce mouvement-là, il va s'arrêter, parce qu'on le voit dans les autres pays, il y a des déclinaisons d'Apple et des réseaux sociaux locaux, mais en fait, c'est le modèle américain qui fait foi. Et sur le plan de la construction de portefeuille, je pense que les valeurs technologiques sont indispensables. Est-ce qu'il faut aller vers les 7 magnifiques? Est-ce qu'il faut descendre dans des sous-thèmes, la cybersécurité, des mid-cap? Alors, à la taille américaine, c'est super large cap pour nous, mais peut-être qu'il faut être un peu plus fin. Après, je ne pense pas qu'il y ait un risque énorme à avoir quelques grandes valeurs comme ça, parce qu'on a du dividende, du rachat d'actions. Il ne faut pas oublier que les dividendes, c'est 2/3 de la performance cumulée des indices actions sur longue période. Je prends la donnée sur le S&P 500, puisqu'on a un bon recul. Donc, c'est compliqué de ne pas les avoir. Après, elles sont surreprésentées. Représentent 30% de l'indice. Donc, il y a un peu un corner, un déséquilibre, une anomalie. Bon, mais je pense, moi, personnellement, que oui, il peut y avoir des petits soubresauts de croissance, de niveau de valo, des corrections, mais ces valeurs représentent la superpuissance américaine. Et tant que ça, ce n'est pas remis en cause par une crise majeure, politique, économique, voire militaire, ou une innovation technologique encore plus majeure que ce que ça a été, Internet. Bon, je ne vois pas vraiment comment on peut s'en sortir sans elle. Sur la diffusion du thème de l'IA générative, alors tout a commencé à l'automne 22 avec l'émergence et l'avènement de ChatGPT aux yeux du monde. Nvidia tout de suite a été identifié comme le super winner de ces développements technologiques. Est-ce qu'on arrive à une phase où on va avoir des résultats matériels dans d'autres secteurs? Est-ce que ce thème-là va inonder matériellement, j'entends, d'autres secteurs? Je ne suis pas un spécialiste de l'intelligence artificielle. D'abord, le mot intelligence me choque un peu, parce qu'en fait, si vous demandez à ChatGPT de résoudre un problème mathématique irrésolu, il ne peut pas le faire. Donc, il peut réunir des autres données et les compiler et les restituer. C'est une forme d'intelligence, ça s'appelle l'esprit de synthèse. Pour l'instant, on appelle ça intelligence artificielle. J'ai l'impression qu'on va continuer de l'appeler intelligence artificielle. C'est une forme d'intelligence, on l'a tous fait dans nos études, etc. Mais oui, il est clair que, en tout cas, le besoin en microprocesseurs... Je crois qu'on a 15 milliards d'objets connectés en 2030, il y en aura 30. Donc,
et ça, c'est très consommateur. Enfin, l'intelligence artificielle a besoin de ces microprocesseurs. Donc, oui, mais donc c'est quand même un vecteur d'investissement. Oui, mais c'est pas une innovation technologique majeure. C'est pas le moteur à explosion non plus. Je crois que ça va remplacer une partie du capital travail, notamment malheureusement des professions les plus éduquées. Alors en général, l'innovation technologique remplace plutôt le capital humain à faible valeur ajoutée, c'est-à-dire dans les chaînes de production. Donc ça, c'est une nouveauté, mais c'est un sous-thème. C'est un sous-thème de la technologie d'une manière générale et du numérique dans nos vies. Céline, est-ce que la tech chinoise fera mieux que la tech américaine en 2024 ? Oui. J'adore. Non, on a déjà évoqué BYD, c'est de la tech. Hein. Enfin, d'ailleurs, la Chine est devenue le premier exportateur de véhicules au monde, en Allemagne. C'est impressionnant. Mais effectivement... Pourquoi il faut regarder la tech chinoise alors ? Voilà. Alors moi, je suis pas partage pas l'optimisme que vous avez malheureusement sur la performance boursière de ces entreprises. J'ai commencé un changement de statut boursier possible. Voilà. Moi, j'ai commencé à travailler en 99 sur les marchés actions. Et à l'époque, j'avais vraiment l'impression de vivre la même chose. Il y avait une révolution. Hein. La révolution, c'était Internet. Hein. Internet est arrivé. Internet s'est déployé. Tout a fonctionné. Et bien pourtant, si on regarde le cours de bourse de Intel ou de Cisco entre 2000 et 2012 peut-être, ça a été une catastrophe. Donc, mon problème aujourd'hui, c'est pas qu'il n'y ait pas de révolution technologique, c'est qu'on c'est qu'on attend énormément en termes de progression des bénéfices et les marchés actions, ils évoluent quand on a une surprise positive. Et donc là, je ne suis pas du tout sûre qu'on va surprendre positivement. Deuxième chose, les marchés actions, ils portent des titres quand les valorisations sont faibles et qu'elles augmentent. Si on regarde Microsoft, moi j'avais commencé à investir sur Microsoft en 2008. Si je me souviens bien, on était à peu près à entre 8 et 9 fois les bénéfices. Personne ne voulait toucher Microsoft parce qu'il n'y avait pas de croissance. Et on m'expliquait, c'est une société qui a beaucoup de cash, c'est une société qui a un super bilan, mais alors franchement, Céline, c'est une société qui n'a aucun intérêt. Il y aura la technologie, en plus c'est hyper cyclique, donc très risqué, donc valorisation faible. Aujourd'hui, on n'est plus du tout avec ce type de valorisation qui reflète une cyclicalité. La technologie réagit au cycle économique, réagit aux dépenses d'investissement des entreprises, réagit à la publicité. Une société comme Alphabet va réagir au comportement de la publicité et des dépenses de publicité. Mais quand il s'agit de dépenses d'investissement IT, informatique... Et les dépenses d'informatique sont les enjeux sont tels par les entreprises. Il faut que les entreprises soient en forme. C'est pas ce qu'on coupe en premier quand même. On l'a vu en 2000-2002. Alors j'espère que ça ne va pas arriver, mais c'était arrivé par le passé. Et après, il faut aussi avoir en tête qu'une partie de ces entreprises vendent des services informatiques à des sociétés informatiques elles-mêmes. Donc il y a des processus autoréalisateurs. Et donc on l'avait vu, quand le crédit se retire et qu'on a moins de petites entreprises de technologie qui se créent, ça a un impact. C'est ce qu'on avait vu en 2001. Donc on verra comment tout ça finit. Mais donc je m'interroge pour le moins, et je me dis qu'il faut quand même faire très très attention sur ce segment surdétenu, comme le disait Igor à l'instant, et qui représente 30% de l'indice américain. À l'inverse, si je regarde la technologie chinoise, donc par exemple, j'imagine une société comme Tencent, là, alors pour le coup, c'est l'inverse, c'est-à-dire que personne n'en veut, donc là, je suis plus tranquille. Donc, c'est-à-dire que Pékin nous aide bien à pas tellement vouloir sont plutôt sous-détenus. Oui, c'est ça. C'est la problématique. Donc du coup, par rapport à mes critères qui sont, est-ce que j'ai une valorisation basse ? Oui, effectivement, je pense que sur Tencent, on doit être à 12 fois les bénéfices. Est-ce que j'ai des attentes qui sont faibles ? Oui, parce que de toute façon, maintenant l'attente, c'est que la Chine va être en déflation pour toujours, que plus personne ne va jamais consommer et qu'ils vont tous finir dépressifs. Et en plus, avec une démocratie qui s'affaiblit. Donc les attentes, elles sont très très basses. Donc j'ai un potentiel de surprise qui est beaucoup plus important à la hausse. C'est ça. Et donc c'est ça qui m'intéresse. Qui m'intéresse. On parlait de BYD tout à l'heure. Ce que j'ai aujourd'hui sur certaines actions chinoises bien sélectionnées, c'est que je peux potentiellement avoir des surprises très positives sur un marché qui est sous-détenu, donc qui peut s'enflammer. Donc c'est ça qui m'intéresse par rapport à ce marché chinois, comme Microsoft pouvait m'intéresser en 2008, parce qu'il y avait des ingrédients... Tencent, c'est le Microsoft de 2008. C'est mais je comprends c'est à la fois des paiements en ligne, des jeux en ligne. Voilà, on a
parce qu'ils sont plus mélangés, les Chinois, que ce qu'on a aux États-Unis. Oui, bien sûr. Donc, oui. du coup, c'est pas exactement la même chose. C'est des modèles plus complexes. Ils sont plus Mais là. le risque de mauvaise surprise, et quand je dis mauvaise surprise, c'est pas sur la performance opérationnelle de Tencent, c'est ce qu'on a vu encore en fin d'année dernière avec un projet de nouvelle réglementation sur le secteur des jeux, mais qu'ils ont retiré. Mais entre-temps, ça a perdu 20 milliards de market cap parce que chat échaudé craint l'eau froide. Tout à fait. Mais donc je dis qu'aujourd'hui, on peut avoir un potentiel. En fait, pour qu'un marché démarre, il faut que j'ai une liquidité qui se mette dessus. Les États-Unis, il y a 15 ans, représentaient moins de 40% de la capitalisation boursière mondiale. Aujourd'hui, on est monté à 62%. 62. Le flux qui allait sur le marché américain, il est colossal. À l'inverse, la Chine, si vous prenez la bourse domestique, donc les A-shares plus la bourse de Hong Kong, c'est 4% de la capitalisation boursière mondiale contre à peu près 20% du PIB mondial. Donc on voit bien qu'il y a un écart potentiellement qui peut se rattraper, qui est énorme. Voilà. Bon. Je ne dis pas que ça va se rattraper, je dis que c'est possible. J'entends. On va changer de régime, c'est compliqué pour l'instant. Oui, et puis c'est aussi le reflet d'un monde qui a changé. Les flux vont plus vers la Chine comme ils allaient précédemment depuis plusieurs décennies, enfin 2 décennies au moins. Un petit point justement par rapport au flux. Ce qui est intéressant, c'est que là aussi, il ne faut pas qu'on ait un regard totalement centré sur nous. Les flux dans le monde, là aussi, il y a des flux qui viennent du Moyen-Orient, il y a des flux qui viennent du Brésil, il y a des flux qui viennent d'autres pays, d'autres parties du monde que juste l'Europe et les États-Unis. Et là aussi, il faut faire attention, parce que ce qu'on a vu notamment à la fin de l'année dernière, c'est des flux du Moyen-Orient qui vont se repositionner sur le marché chinois. Donc il va falloir qu'on fasse attention un tout petit peu à ça quand on analyse, à mon avis, les marchés au cours de la décennie à venir. Thierry, je vous laisse réagir. Après, qu'est-ce qui vous intéresse ? Non, mais parce que j'ai la liste. Est-ce qu'on parle consommation ? Il y a le sujet des small caps aussi. Est-ce que les résultats, par exemple, devant nous, vont permettre de réactiver le rebond qu'on a vu sur les small caps sur quelques semaines en fin d'année dernière ? Est-ce que ça, c'est un thème pour vous qui est censé avoir du vent dans les voiles devant nous ? Alors, je vais répondre à la question tout de suite. Oui, vous vous souvenez d'ailleurs, on s'est vu début novembre, on avait pris date en disant qu'on avait certainement atteint un point bas sur les small caps. Ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu une petite correction en janvier parce qu'on était... effectivement, le mouvement était parti assez fort. Le mois de décembre a été intense. Le mois de décembre a été très intense. Voilà, ça avait frémi en novembre et très bon mois de décembre pour les small caps. Et je persiste et je signe. Je pense qu'on est sur quelque chose de séculaire. Là, on est parti sur 2... C'est très compliqué mais c'est le redémarrage d'un cycle favorable au small cap. Tout à fait. Et quand on regarde historiquement, ces cycles positifs qui se mettent en place, c'est sur plusieurs années. Donc je ne veux pas dire rendez-vous dans 3 ans ou 2 ans et demi, j'en sais rien. Mais en tout cas, on a une belle visibilité sur les small caps, avec toujours à peu près 20% de décote par rapport à l'historique sur cette classe d'actifs. Donc bon, si on cherche un peu de valeur, on peut en trouver là. Je voulais compléter aussi sur Nvidia, parce qu'on parlait de valeurs iconiques, effectivement, sur l'intelligence artificielle. Je ne suis pas forcément toujours très à l'aise à regarder les PER. Peu importe. Mais en tout cas, on se paye aujourd'hui 23 fois les résultats 2025. Nvidia. D'accord. Donc quand on regarde 2 ans avant, 2 ans devant... Il y a 2 ans de croissance. Ça va tirer très fort là, mais bon, ils sont bien placés, tant mieux pour eux. Enfin, je veux dire, on va avoir un doublement du chiffre d'affaires cette année là quand même. Donc c'est pour des boîtes qui sont déjà très grosses à la base, donc c'est très fort. Alors, évidemment, il faut faire attention aux attentes, il faut toujours être prudent, mais en tout cas, à la fin, si ça se passe plutôt bien, ce qui est aujourd'hui le scénario attendu par les investisseurs, on n'aura pas une valorisation complètement délirante. On tient compte d'une montée en puissance quand même de la concurrence au fur et à mesure. Je sais qu'ils sont... Oui, c'est normal, mais bon, ils sont quand même nettement devant les concurrents. Et après, vous avez posé une bonne question aussi. Peut-être que Nvidia, c'est un peu, entre guillemets, un peu chaud pour aller sur cette... c'est une boîte qui a fait x3 en quelques mois. Donc, et les Magnificent Seven ont fait x2 quand même l'année dernière, donc il ne faut pas l'oublier. Donc, est-ce qu'on va avoir cette même performance en 2024 ? La réponse est non, je vous le dis tout de suite. Est-ce que c'est la fin des Magnificent Seven ? Je ne pense pas, parce qu'on a encore du vent dans les voiles. Et puis quand on regarde en détail chacune des histoires, il y a quand même des forces qui sont différentes d'un cas à l'autre. Bon.
Et ensuite, comment on peut étendre ça? Ouais. Par exemple, juste pour avoir quelques chiffres en tête aussi, Schneider Electric, 16% de leur activité, c'est sur les data centers. Ouais. Donc, on a vu un re-rating ces derniers mois de Schneider Electric parce que ça a été pris aussi dans le vent de l'AI. En Europe, on a Atlas Copco qui est à 27% de leur chiffre d'affaires sur les salles blanches. Les chambres blanches, là, sur les laboratoires. Donc, c'est aussi des façons, et d'ailleurs, ça a aussi très fortement ririté grâce à ça. Donc, les investisseurs ne se trompent pas, et on peut aujourd'hui accéder à cette thématique via différentes façons, y compris en Europe, avec peut-être des sociétés qui sont un peu moins risquées qu'une valeur iconique comme les Nvidia. Ouais. Small cap? Oui, les small cap, non seulement elles sont décotées par rapport aux big cap, aux large cap, mais elles sont aussi décotées par rapport aux small cap du non-coté. Puisque souvent, on oppose aussi ces deux sous-segments. Et c'est vrai que la liquidité, normalement, attire les primes. Et là, on a une décote d'actifs liquides. On a aussi toute une phase et une tendance à la disparition des small et mid cap. Il y en a de moins en moins. Elles sont rachetées, elles sont sorties de la cote. Donc, ça fait aussi des opportunités pour les investisseurs parce que c'est plus facile de sortir de la cote une petite société que Apple. Et puis, je voudrais revenir aussi sur la Chine. C'est vrai que le monde hors OCDE est une source de financement et de business pour la Chine, mais ces dernières années, la Chine devait représenter 15% des investissements industriels mondiaux, et c'est en chute libre, avec une donnée qui est fondamentale, c'est si vous regardez le nombre d'indicateurs économiques publiés par les Chinois, il est aussi en chute au plus bas, ce qui est jamais très bon entre guillemets pour un investisseur d'avoir un cadre qui devient de plus en plus opaque. La boîte noire. Voilà, et c'est ça qui rend difficile l'investissement. Après, des actifs avec de la valeur, de la croissance, il y en a en Chine, ça c'est sûr. Et puis les indices chinois ont tellement sous-performé que évidemment on est obligé de s'y intéresser, mais il y a ce cadre réglementaire. Enfin, je dis on est obligé, c'est le client qui décide quand même sur ce genre de situation. Mais bon, moi, j'ai vu beaucoup d'investisseurs qui investissaient en Chine, mais qui n'y avaient jamais mis les pieds. J'ai toujours considéré qu'il y avait une opacité, même dans la façon de comprendre le modèle chinois. Et pendant 10 ans, on a tiré des chiffres, des croissances. On ne savait même pas si microéconomiquement les profits étaient faits comme chez nous. Donc après, on sait bien que ça a été l'atelier du monde. Maintenant, est-ce que ça sera une zone de croissance interne avec un modèle de croissance interne? Pour ça, il faut un cadre d'initiative privée et de respect du droit privé. Et ça, c'est pas tout à fait le chemin actuel. Cela dit, il y a des zones de sous-valorisation et on sait pourquoi. Si c'est sous-valorisé, c'est aussi parce qu'il y a des difficultés. Donc, il ne faut pas dire qu'une société, une économie où il y a des barrières ne représente pas un potentiel. Mais... Juste, nous, on a regardé la performance du Nikkei. Ça rappelle aussi japonais, oui, bien sûr. Des vieux souvenirs. Donc, en fait, entre le point haut, c'était à la toute fin, vraiment, 89. Et quasi 40 000, c'est ça? 39 000 et quelques? C'est ça. Bon, j'ai plus le niveau. Oui, d'indice, 39-40, quoi. Et son point bas, 2 ans et demi plus tard, on avait perdu 60%. Et c'est exactement la perf qu'on du a... MSCI China. Du MSCI China, on a fait moins 60%. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé dans les années qu'on suit? On a eu des très forts rebonds du Nikkei sur certaines périodes très courtes. C'est possible que ça soit le même schéma. Après, il faut jamais... c'est vrai, c'est ce que disent les spécialistes. Aussi, quand on redézoome encore un peu plus, le point bas a été atteint en 2003, en avril 2003, et on a fait moins 80% par rapport au plus haut de début 90. Donc moins 80%, moins 60% de manière très violente, des rebonds, et puis une dernière phase de baisse. Donc, est-ce qu'on a ce scénario-là? En tout cas, il y avait aussi un problème sur l'immobilier. On en démographique, etc. Il y a certains ingrédients qui sont en place. Et en tout cas, oui, on peut regarder le marché chinois pour faire tactiquement, je pense que c'est pas idiot. Après une baisse de 60%, là, franchement, c'est vrai que c'est quand même très sévère. Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui sont dans les cours. Par contre, de faire un investissement long aujourd'hui, c'est peut-être plus difficile. Pour finir avec vous, rapidement sur le Nikkei, le marché japonais, toujours un marché sur lequel vous êtes constructive, Céline? Alors, le marché japonais, effectivement, c'est très intéressant parce qu'il s'est bien comporté. Ah bah oui. Mais là,
Ce qui m'interpelle un petit peu, c'est que quand on va un petit peu plus en profondeur sur ce marché japonais, on continue à avoir un questionnement sur la croissance domestique. Et on a profité énormément de la baisse du yen pour les sociétés exportatrices. Ouais. Cette baisse du yen va arriver à son terme. Et il y avait un moteur de croissance qui était très important pour les sociétés industrielles japonaises, qui était l'automobile. C'est un peu comme l'Allemagne. Et malheureusement pour eux, on est en train de passer à un autre modèle, notamment la voiture électrique. Et le champion, enfin le pays qui émerge aujourd'hui pour l'automobile, c'est la Chine. Donc du coup, je me suis beaucoup penchée sur des sociétés comme Fanuc, sur les machines-outils, ou d'autres entreprises qui étaient un petit peu des cœurs de réacteurs d'un portefeuille japonais. Et aujourd'hui, sur ce thème de la voiture électrique, on voit que c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Donc, c'est très tentant de dire que c'est le moment d'aller faire du Japon, mais je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà. Oui, ça fait un moment qu'on en parle avec vous, et il y a eu un moment quand même où il fallait en profiter. Peut-être que 24, vous dites, sera pas comme 23 pour les marchés japonais. Merci à vous trois, merci d'avoir apporté ces différents éléments d'analyse autour des marchés ce soir. Céline Picmal-Prade, Picmal Houghton Investments, Thierry Leclerc, AlphaJet Fair Investors et Igor Demac, Vital Épargne étaient les invités de Planète Marché.